bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Donc, OK, excellent, parce que je vous vois pas. Donc, bienvenue à ce, OK, c'est très bien, il y a quand même pas mal de monde, qui sont là. Écoutez, bienvenue à ce masterclass, du crime. Donc, juste pour vous remettre en contexte, on a décidé cette année de commencer une série de masterclass. Heu, Nous, ici, au CRIM, notre mission est d'aider, les PME, les grandes entreprises, l'industrie en général dans dans leur quête de l'innovation. Et en fait, ce qu'on essaye d'être, c'est un pont entre la recherche universitaire et le développement, expérimental adapté à l'industrie. Donc, pour avoir fait un grand nombre de projets avec toutes sortes de partenaires, dans beaucoup de sujets, évidemment, on s'intéresse particulièrement, mais pas exclusivement, aux applications de l'intelligence artificielle, à des problèmes industriels. Donc, au cours des années, on a pu réaliser de nombreux projets avec des partenaires très diversifiés, à des étapes très diversifiées, qui vont de l'analyse aux preuves de concept, dans certains cas des prototypes. Et donc on vit first hand, on vit très bien les difficultés de développer une méthodologie intelligente, adaptée, qui tient compte du risque, qui ne fait pas perdre qui ne fait pas courir des risques à nos partenaires inutiles, mais tout en avançant dans des directions qui apportent des choses nouvelles, ou en tout cas qui les implémentent, qui les aident à rentrer dans leurs produits. Et donc, on est dans toute une réflexion et toute une vague d'apprentissage nous-mêmes pour répondre à cette façon d'agir. Et donc dans cette série, on partage un peu ce savoir-faire en développement expérimental. On est très à l'écoute, bien sûr, des commentaires, des suggestions. Donc, ne vous gênez surtout pas pour nous écrire, soit pour critiquer ou pour proposer des choses ou pour réagir à ce qu'on fait, parce que c'est quand même notre mission d'être au centre de cette réalisation de l'innovation pour l'écosystème. Donc, voilà, c'est dans cette optique qu'on a commencé à préparer ces masterclass. Il y en a d'autres qui vont venir. La dernière fois, c'était sur le traitement de la parole. Aujourd'hui, ça va être sur le traitement du texte, sur le traitement des langues naturelles. Et donc, pour cela, notre présentateur va être Pierre-André Ménard, qui est un titulaire d'un doctorat en génie logiciel et aussi qu'il a accompli dans dans le laboratoire d'ingénierie cognitive et sémantique de l'ETS. Donc, Pierre-André a une très, très vaste expérience dans l'industrie aussi. Il a travaillé comme consultant dans divers projets, toujours qui touchaient au NLP, au traitement naturel des langues, traitement des langues naturelles, à divers niveaux, de l'extraction, la notation automatique, la transformation, la traduction. Il a touché à toutes ces choses-là. Il a travaillé dans de nombreuses années comme consultant, et au CRIM, il travaille depuis quand même plusieurs années comme chercheur et aussi comme un des praticiens principaux en traitement des langues naturelles. Et en particulier, il s'intéresse aux applications diverses de l'intelligence artificielle, à tout problème qui touche au texte. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole pour ce masterclass. Merci, Oman. Donc, je vais partager mon écran. Vous me direz si tout est correct. Donc oui, aujourd'hui, on va parler d'analyse de sentiments à base d'aspects. Donc, on va aborder une problématique assez spécifique. Donc, on va parler beaucoup, bien sûr, d'apprentissage machine et de traitement automatique des langues naturelles et de restaurants et de
de cuisine de nourriture. Donc, on va passer à travers une tâche. Je vais faire une rapide mise en contexte, parler un peu des défis qui peuvent être présents dans l'analyse de sentiments. Et on va cadrer le problème au niveau du traitement automatique des langues naturelles. On va voir un peu comment traiter ce problème-là au niveau technique et analyser un peu les résultats. Et si tout le monde n'est pas parti manger parce qu'on a parlé de resto tout le long, il va y avoir une période de questions à la fin, bien sûr. OK, donc analyse de sentiments, il y a beaucoup d'applications industrielles, beaucoup au niveau du suivi des médias sociaux, le monitoring de produits, par exemple, de compagnies, de l'analyse en discours politique. Il y a aussi, c'est aussi appliqué dans le domaine des ressources humaines, par exemple, pour suivre les commentaires, les états d'esprit des employés, des utilisateurs d'outils, ainsi de suite. Donc, c'est probablement tout le monde en a déjà entendu parler. Et si on consulte la littérature scientifique et la littérature grise, on va voir beaucoup de termes donc, qui définissent les phénomènes. On va parler de sentiment, polarité, appraisal en anglais, appréciation, la valence, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de tâches aussi, beaucoup de nomenclatures au niveau des tâches qui parfois sont des synonymes, parfois sont utilisés un peu à tort. Donc, il y a quand même beaucoup de concepts qu'on n'abordera pas tous aujourd'hui parce que, bien sûr, on pourrait juste là en parler pendant une journée. Donc, je vais clarifier quelques définitions non exhaustives. Vraiment, c'est pas pour être une référence, mais simplement la référence du vocabulaire que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, on va définir une émotion comme un état affectif d'un être vivant, comme « je suis heureux de vous présenter ce masterclass ». Et donc, un sentiment va être l'expression de cet état affectif-là, donc de dire verbalement ou textuellement « je suis heureux »,« il est fâché », ainsi de suite. Une opinion va donc être l'expression d'un de ces sentiments-là vis-à-vis un concept, une personne, donc un élément externe. Donc, cette exposition était ennuyeuse, ce plat est excellent. Et la polarité, donc, ça va être la classification d'une opinion, d'un sentiment, selon une classification positive, négative ou neutre. Donc, neutre, je peux dire, il y a des croutons dans ma salade. Je peux dire, j'ai aimé les crevettes dans ma salade, donc un sentiment positif envers la situation. Ou la salade était trop amère, je ne l'ai pas aimé, donc négatif. Bien sûr, on peut pousser cette classification-là, qui est en 3 classes ici. On peut aller beaucoup plus loin qu'une simple polarité. Donc, on peut utiliser, par exemple, la roue des émotions de Plutchik, qui a défini au niveau psychologique une matrice, une roue complète d'états émotifs, de mélange d'états émotifs avec différentes intensités et tout ça. Bien sûr, si on va là-dedans, ça devient un problème beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile pour chaque, disons, différents êtres humains de bien cerner quel niveau d'intensité a telle émotion. Donc, juste pour mentionner que ça existe, bien sûr, des classifications plus avancées. Donc, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'analyse de sentiments basée sur les aspects ciblés. En anglais, on va appeler ça Targeted Aspect-Based Sentiment Analysis ou TABSA pour faire plus court. Donc, le but de la tâche est d'assigner un aspect et une polarité, donc un aspect ou un thème, une polarité à des expressions ciblées par des sentiments dans une phrase. Donc, si je prends la phrase, par exemple, « Le siège est confortable, mais la couleur n'est pas terrible », on va vouloir, par exemple, dire « OK, siège est porteur d'un aspect et d'une polarité. » Donc, ça parle, par exemple, d'ergonomie et ça en parle positivement. De la même façon, couleur a peut-être une thématique d'esthétisme plutôt et on va en parler négativement. Donc, c'est un peu, disons pas en opposition, mais en extension aux tâches classiques de classification de sentiments où, par exemple, on prend un texte et on essaie de définir un sentiment prépondérant à un texte ou l'analyse de sentiments sur les aspects qui vont plutôt dire, OK, ben, à partir d'un texte, je veux savoir de quoi on parle, quel est le thème et quelle est la polarité.
associé ou le sentiment associé. Donc ici, on va aller analyser beaucoup plus en profondeur les textes et ça nous permet justement de définir beaucoup plus plusieurs sentiments plus détaillés sur le même texte. Bien sûr, c'est une tâche beaucoup plus complexe, donc annoter ces données-là pour l'entraînement, entraîner des modèles de prédiction est beaucoup plus longue. C'est aussi beaucoup plus difficile de réadapter des données à une autre classification. Par exemple, si je décide que je ne veux pas appeler ça ergonomie, esthétisme, je veux utiliser complètement une autre classification. Donc, je vais devoir réannoter mes données, donc ce n'est pas toujours facilement adaptable. Et il y a toujours de l'ambiguïté possible. Donc, par exemple, je pourrais avoir deux sentiments sur la même expression et là, de décider laquelle est prépondérante devient une autre problématique de recherche, en fait, à ce niveau-là. Et donc, on va parler précisément de cette tâche-là aujourd'hui, en survol, bien sûr, parce qu'on a seulement 50 minutes pour en discuter. Donc, pourquoi l'analyse de sentiments est complexe en traitement automatique des langues naturelles? Bien, en fait, c'est que c'est un phénomène assez, disons, génératif au niveau des expressions possibles. Donc, on peut exprimer des sentiments dans plusieurs formes. Donc, une forme directe, donc de dire le quartier est louche. Ça peut être une comparaison. Donc, je pourrais dire la soupe, donc au restaurant, la soupe était une coche au-dessus du dessert en voulant dire elle était positivement beaucoup plus savoureuse que le dessert. Je peux donner, en fait, peu de contexte et avoir dire un sentiment indirect. Donc, j'aurais préféré plus de choix, possiblement sur la carte de vin ou sur le menu. Et il y a aussi une problématique que des faibles variations dans le texte peuvent complètement changer l'étiquette de mes sentiments. Par exemple, j'ai aimé les crevettes dans ma salade de crevettes est clairement positif, mais j'aurais aimé des crevettes dans ma salade de crevettes est négatif et même un peu ironique ou sarcastique. Donc, j'ai seulement changé le temps du verbe et un article et en fait, ça change complètement la polarité. Donc, d'autres défis, bien sûr, il y a tout l'aspect métaphorique. Donc, en sortant, j'avais encore l'estomac dans les talons. Donc, je mentionne pas la quantité, je mentionne pas du tout le contexte, mais on comprend tout de suite qu'il n'y avait pas assez de nourriture au service. Le serveur n'avait pas l'air dans son assiette, donc on parle de la qualité du service. Ironie et sarcasme. Côté quantité, si on fait un régime, c'est parfait. Donc, on remarque ici que, linguistiquement parlant, la phrase est positive. Donc, il n'y a aucun terme négatif dedans, mais on exprime quand même une déception vis-à-vis de la quantité. Plusieurs sortes d'ambiguïté, notamment, comme j'ai parlé, l'ambiguïté sur le même mot. Donc, le service est sympathique, mais très expéditif. Donc, on a du positif et du négatif sur le même terme. Et si on reprend la soupe était une coche au-dessus du dessert, donc dépendamment de notre interprétation, qui n'est pas dans le contexte, si je parle du goût, donc la soupe est positive et elle était meilleure que le dessert. Par contre, si je parle du prix, ben là, la soupe est négative parce qu'elle est plus chère que le dessert. Donc, il y a des ambiguïtés qui sont, même pour les êtres humains, qui parfois sont complexes à démystifier. Et il y a aussi, bien sûr, tout le jeu des négations, double négation, donc pas mauvais, pas pire. Ici, il va vouloir dire quelque chose de positif. Ce n'est vraiment pas si mal comme goulash, donc je l'ai aimé. Il m'était impossible de ne pas terminer mon dessert, donc je l'ai aimé, j'ai dû le terminer. Et donc, ce qui nous mène en fait à quelles données sont disponibles publiquement pour expérimenter avec cette tâche-là. Donc, en anglais, donc spécifiquement pour l'aspect, l'analyse de sentiments sur les aspects ciblés. Donc, il y a beaucoup d'autres corpus sur l'analyse de sentiments génériques, l'analyse de sentiments sur les aspects non ciblés. Donc, mais spécifiquement sur les aspects ciblés, en anglais, on trouve des corpus relativement récents dans les dernières décennies sur les restaurants, l'équipement informatique, les quartiers, donc des commentaires sur les quartiers dans les grandes villes.
Par contre, la compétition Semeval, tâche 5, qui était 470 revues de restaurants qui étaient annotées et des commentaires sur les musées qui n'étaient pas annotés, donc qui servaient plutôt pour l'évaluation des systèmes lors de la compétition. Et il y avait le défi fouille de texte en 2018 qui avait des commentaires de Twitter sur les transports publics. Par contre, les données ne sont plus accessibles. Donc, ceux qui n'ont pas participé à ce défi-là, en fait, n'ont plus les données. Donc, c'est beaucoup plus difficile en français d'expérimenter sur ce thème-là. Donc, aujourd'hui, on va justement prendre le corpus de français, donc le corpus de Semeval 2016, et en fait, on va cadrer la problématique comme suit. Donc, on va vouloir identifier le terme ou l'expression exprimant l'aspect, et on va vouloir définir la polarité positive ou négative associée à l'aspect. Donc, on va le faire en fait comme deux tâches séparées. Et donc, au niveau du traitement automatique des langues naturelles, on va traiter cette tâche-là comme une tâche de catégorisation de mots. Donc, on va le voir plus en détail, mais on va prendre le texte, on va le diviser en mots et on va attribuer des étiquettes à chaque mot. Donc, dire est-ce que le mot a un aspect ou un sentiment associé ou non. Et on va entraîner un modèle de langue donc, c'est une approche supervisée. On va utiliser les données du défi de Semeval pour entraîner notre modèle de prédiction avec un modèle de langue pré-entraîné. Et on va l'entraîner pour qu'il catégorise les mots, chacun des mots. Donc, le traitement, on va préparer les données. Donc, ça va demander une préparation manuelle un peu des données d'entraînement et d'évaluation. Et on va utiliser, pour faire simple, la librairie Hugging Face pour entraîner le modèle de prédiction de mots. Et ensuite, on va appliquer ce nouveau modèle-là à des nouvelles données qui n'ont jamais été vues lors de l'entraînement pour évaluer les performances. Donc, on va passer un peu rondement à travers le processus aujourd'hui. Donc, si on plonge un peu plus en détail pour les étapes logiques de ce traitement-là, donc on pourrait partir avec des données d'entraînement. Ici, j'ai illustré une petite phrase annotée avec le standard IOB, qui est un standard d'annotation qui veut dire Begin Inside Outside. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que les O sont en dehors d'une annotation pertinente, le B sont le début, beginning, d'une annotation, et I pour inside, une annotation à l'intérieur d'une expression. Donc ici, le chou est le début d'une annotation négative et de Bruxelles sont des annotations, la suite, donc à l'intérieur de l'annotation négative. Donc, la première étape va être en fait d'encoder ce texte et ces étiquettes-là, car les modèles de classification neuronaux ne peuvent pas prendre le texte directement. Donc, on va devoir les transformer. On va demander en fait au modèle, donc un outil qu'on va appeler segmenteur ou tokeniseur, en fait de charger le vocabulaire qui a été utilisé pour entraîner le modèle de langue de base. Et il va associer une étiquette, donc il va associer un identifiant à chaque mot ou chaque sous-mot, on va le voir. Et de la même façon, il va encoder numériquement nos étiquettes, donc les outside, les begin negation, inside negation, ainsi de suite. On va utiliser ces données-là d'entraînement, bien sûr, pour entraîner le modèle de classification par mot. Il va nous générer un modèle entraîné. Et par la suite, on va refaire la même gymnastique avec nos données d'évaluation, nos nouvelles données d'évaluation. On va les encoder de la même façon. On va les fournir au modèle entraîné qui, lui, va nous donner une sortie un peu brute, qui sont des logits, et on va les convertir pour avoir les prédictions réelles du modèle et pouvoir évaluer les performances. Donc, c'est un peu ça le processus qu'on va suivre rapidement aujourd'hui. Donc, la librairie Hugging Face est intéressante parce qu'elle va simplifier justement toute la mécanique d'entraînement jusqu'à un certain niveau. Donc, une fois qu'on a nos vecteurs d'entrée encodés, on va le donner à notre modèle qui va avoir donc un modèle, comme je disais, un modèle de langue pré-entraîné que je vais expliquer par la suite.
qui est une architecture transformer qui a été entraînée avec une tête ou une couche de language modeling, donc de masquage de langue. Et donc, qu'est-ce que Hugging Face va faire? C'est qu'on va lui dire, OK, je veux aller chercher un modèle préentraîné et il va le télécharger automatiquement. Il va enlever la couche de language modeling et il va nous rajouter une couche linéaire adaptée à la classification de mots qui va nous donner nos prédictions. Donc, toute cette plomberie-là, en fait, est fait automatiquement pour nous. Donc, ça simplifie beaucoup l'expérimentation à ce niveau-là. Donc, vu qu'on a des données françaises, on va utiliser un modèle français. Donc, ça va être le modèle Camembert. Donc, je vous avais dit qu'on allait parler de cuisine et de nourriture aujourd'hui. Donc, c'est un modèle français qui a été développé par Facebook AI Research en collaboration avec l'ENERIA et Almanach, qui sont deux entités en France. Donc, c'est un modèle de base qui a été entraîné sur 138 gigs de texte en français tiré du corpus OSCAR. Et il y a environ 110 millions de paramètres dans les couches neuronales, donc de poids à optimiser lors de l'entraînement. Donc, c'est une architecture Roberta qui a été utilisée pour Camembert, qui elle-même est inspirée de BERT. On a un diagramme de haut niveau de BERT à droite. Donc, BERT, essentiellement, c'est c'est un modèle qui est entraîné à prédire des phrases à trous, comme parfois on faisait à l'école primaire. Donc, on va prendre une phrase complète, on va enlever un certain pourcentage de mots qu'on va masquer. Et en fait, on va les donner au modèle et on va l'entraîner à prédire et se tenter de prédire à partir du contexte c'est quoi le mot le plus probable ici. Et donc, on va avec les couches de Mask Language Modeling ici. On va en haut, on va optimiser en fait les 110 millions de paramètres. Donc, tout ça a été fait, bien sûr, pour nous, par ces entités-là. Et donc, BERT va faire deux tâches. Il va tenter de prédire les mots des phrases à trous, mais va aussi essayer de prédire la prochaine phrase. Donc, c'est pour ça ici, on a deux phrases en entrée. Donc, c'est la tâche de Next Sentence Prediction, prédiction de la prochaine phrase. Et donc, tout ça va permettre d'équilibrer les poids et nous donner, en fait, un modèle préentraîné sur une masse de données qui nous donne des avantages considérables en traitement automatique des langues naturelles. Donc, Roberta, spécifiquement, c'est un BERT, mais avec plusieurs modifications. Il a été entraîné beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus, des grosses batches de données, des gros lots de données subdivisés en époques. Et ils ont enlevé, en fait, la tâche de prédiction de la prochaine phrase parce que finalement, ça donnait des performances, des améliorations marginales à ce niveau-là. Et ils ont utilisé des séquences, donc des phrases beaucoup plus longues, et ils changent dynamiquement les types de masques lors de l'entraînement. Donc, on va partir de ça qui est entraîné sur beaucoup plus de données que notre corpus de Semeval 2016. Donc, d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de Hugging Face et tester, en fait, les phrases à trous. Donc, vous pourrez vous amuser, comme je l'ai fait un peu. Ici, j'ai entré la phrase « foie gras » et là, j'ai mis un masque pour qu'il tente de deviner les mots. Donc, il a fait il a deviné des choses intéressantes, délicieux, excellent, savoureux. OK. Bon, bio, végétarien, ça peut être laissé à discussion. Et si j'essaie de changer le contexte et dire, OK, il est extrêmement une qualité, donc on va voir qu'il y a certains termes qui reviennent, mais on reste dans la même thématique. Bien sûr, c'est un modèle statistique un peu qui mémorise un peu les données qu'il a vues. Donc, si j'essaie par contre de lui faire produire une émotion négative, donc ce foie gras est atrocement ou horriblement, on voit en fait qu'il y a de la difficulté. Bon, j'ai dit que c'est un modèle entraîné en France. Peut-être qu'il n'y a personne qui dit quoi que ce soit de négatif sur le foie gras en France, c'est très possible. Mais on voit qu'il sort en fait, bon, juste avec ce changement-là, il n'est pas capable de me donner quelque chose de négatif.
Si on va dans des thèmes plus obscurs, donc bucsin, escargot de mer, qu'on appelle au Québec aussi bourgeot, bigorneau, bulot en France aussi. Donc, si je dis ce bucsin est quelque chose, bon, il nous donne délicieux, original, qui est un peu plus douteux, et bon, irrésistible, magnifique. Bon, c'est un peu plus étrange. Par contre, si j'utilise le mot bourgeot comme on le dit ici, là, on voit en fait que le modèle ne reconnaît pas du tout le terme. Donc, il est un peu mélangé pour... il y a de la difficulté à me donner quoi que ce soit de pertinent. Je veux dire, ce bourgeot est propriétaire de sa carapace, mais bon, pas vraiment. Donc, ici, le modèle va en fait, il ne connaît pas le terme bourgeot dans son vocabulaire. Il va essayer de le reconstituer à partir de sous-mots, mais il y a de la difficulté en fait à identifier c'est quoi. Donc, ça a quand même ses limitations, mais il y a des bons avantages. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on regarde une tâche spécifique avec un jeu de données très spécifique, mais normalement, dans un projet, quand on débute un projet, disons, industriel ou commercial en analyse de sentiments, il y a beaucoup de questions à se poser au niveau de la problématique. Donc, c'est très important de bien définir quel problème exactement on veut résoudre, quel genre de sentiment, quel genre d'aspect on veut chercher, quelle polarité, quel type de sentiment on requiert. Donc, est-ce que, puis bien sûr, au niveau des données, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on a déjà nos données? Est-ce qu'on réutilise des données ouvertes? Est-ce qu'elles sont représentatives? Donc, les données expérimentales, est-ce qu'elles sont représentatives de l'environnement en production? Donc, toute la problématique de comment les créer, si on a besoin de les créer, l'accord interjuge, protocole d'annotation, qui doit les annoter? Est-ce que j'ai besoin d'experts culinaires? Est-ce que j'ai besoin des futurs utilisateurs, monsieur tout le monde du public? Donc, il y a beaucoup de questions. Et au niveau, bien sûr, des ressources, est-ce qu'il y a des modèles préentraînés qui existent? Est-ce qu'ils sont bien adaptés? Est-ce qu'on peut les améliorer? Comment on fait pour les évaluer? Donc, il y a toute cette masse de questions-là quand on commence un problème vraiment appliqué. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on va parler de restaurants avec les données de Semeval. Donc, on va faire une courte analyse qui est toujours une bonne pratique comme première étape dans un projet. Donc, le contenu du corpus, 470 revues sur des restaurants, donc constitué de 1660 phrases environ. Et ça parle principalement comme aspect de nourriture, du restaurant en général, du service, de l'ambiance, des boissons et de la localisation. Donc déjà, on voit avec les fréquences, on voit que le corpus est quand même assez débalancé au niveau des aspects. On parle beaucoup de la nourriture, la raison première qu'on va normalement au restaurant. Par contre, sur le restaurant et en fait sur la localisation, sur l'ambiance, sur la boisson, il y a beaucoup moins de commentaires. Donc, il est quand même assez débalancé. Par contre, si on regarde les sentiments négatifs et positifs, eux sont quand même beaucoup plus balancés au niveau global. Donc, il y en a 1200 positifs et 1164, 1212 négatifs et 1164 positifs. Donc, on est dans le même ordre de grandeur. Par contre, les neutres sont en minorité, donc ça peut être un problème au niveau de l'évaluation ici. Bien sûr, la distribution n'est pas la même quand on plonge au niveau aspect et sentiment. Donc, c'est à prendre en considération ici. Et à droite, j'ai mis essentiellement les top N expressions ciblées, donc qui sont porteurs d'aspects et sur lesquels un sentiment est axé. Donc, on voit qu'on parle du service, des plats, de la cuisine, de l'ambiance, terrasse, serveur, nourriture, ainsi de suite. Donc, avec les fréquences associées. Le nul, en fait, au début, c'est que, on va le voir, dans certains cas, il y a un sentiment qui est exprimé, mais le contexte est un peu flou. Donc, si on regarde un exemple ici, puis si on fait l'exercice mentalement de qu'est-ce que nous, on aurait voulu annoter, par exemple, un service passable, donc moi je le mettrais négatif, des plats surcuits, sauce figée, négatif aussi. Le prix est correct, personnellement je mettrais ça positif, et le goût et le resto est négatif, donc goût pas au rendez-vous, très déçu par ce resto. Si on regarde maintenant les données brutes,
de Semeval, on a un merveilleux fichier XML, donc qui est structuré comme suit. À la racine, on a la liste des revues. Pour chaque revue, on a des phrases. Et pour chaque phrase, on a le texte source de la phrase et un ensemble d'opinions. Donc, chaque opinion est constituée de potentiellement une cible, donc un target, donc le mot qui est ciblé. La catégorie, qui est constituée d'une entité et d'un attribut. Donc, l'entité, on peut le considérer comme l'aspect général. Et l'attribut, c'est un élément spécifique de notre aspect général. Suivi de la polarité et de l'index de début et de fin de notre cible. Donc, on voit ici que donc le service a été annoté comme neutre. Donc, service passable, eux l'ont considéré que c'était ni positif ni négatif. Donc, bon, personnellement, plus ou moins d'accord, mais c'est avec ces données-là qu'on travaille. Plat, sauce, négatif. Et là, ici, on voit que prix et goût a été annoté comme nul, donc que ce n'est pas des cibles. Donc, si on consulte le guide d'annotation qui fait environ 20 pages, j'ai mis le PDF en bas, pour cette tâche-là, c'est qu'en fait, on ne parle pas du prix d'un élément particulier ici. Donc, on ne dit pas le prix de la soupe est correct. Donc, ici, je pense que dans le guide d'annotation, on disait que si on parle juste de l'aspect, on n'annote pas l'aspect. Même chose pour le goût et resto négatif. Donc, comment on va passer du XML à nos données d'expérimentation? Donc, on va devoir segmenter le texte pour pouvoir l'encoder pour le réseau de neurones. On va devoir encoder, bien sûr, les étiquettes aussi, les adapter numériquement et on va vouloir diviser donc quelques considérations expérimentales pour diviser notre jeu de données en entraînement et évaluation de test. Donc, bien sûr, quand on pense à la segmentation textuelle, on pense souvent à séparer la phrase en mots. Donc, par exemple, on pourrait prendre l'outil Stanza qui est développé par l'Université Stanford. Donc, Stanza est relativement simple d'usage. On télécharge les données adaptées à la langue. On crée un pipeline qu'on lui demande de faire la tâche de tokenisation, de segmentation. Et on lui donne une phrase, donc « Ce bourgeot est magnifique ». Et il va nous donner une sortie, comme on peut voir à droite. Donc, il va nous segmenter chaque mot avec son début, sa phrase, l'index du mot. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'on va devoir fournir les données à notre réseau de neurones. Donc, on va plutôt utiliser le segmenteur ou le tokenizer qui a été utilisé lors de la création, l'entraînement du modèle Camembert. Donc, il utilise l'algorithme qui s'appelle Sentence Piece, qui, à son cœur, utilise du byte pair encoding, qui est une méthode statistique de compression de données. Et cette méthode-là, en fait, va combiner des suites de caractères jusqu'à en créer un mot complet ou un segment de mots. Donc, et cette liste-là va être le vocabulaire, on va appeler ça le vocabulaire de notre modèle. Donc, on peut l'utiliser facilement encore là avec la librairie Hugging Face. Si je donne la phrase « Nous réclamons des rince-doigts pour les fruits de mer », donc on va donner nos textes d'entraînement. On va lui dire, par exemple, peut-être qu'on les a déjà divisés avec Stanza, donc le texte est divisé en mots ici. Et on va lui demander de nous donner les offsets, donc le début et la fin de chaque mot. Donc, la phrase, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous retourne un token spécial qui indique le début de la phrase. Et on voit que certains mots sont complets, donc le nous, le des, les doigts, et certains mots comme réclamons ont été subdivisés en 3. Donc, parce que dans son vocabulaire, il ne connaissait pas réclamons au complet, mais il connaissait ré, cla et mon. Donc, il va nous convertir ça en input ID, en identificateur qui est lié à son vocabulaire. Donc, nous, en fait, est le mot 170 de son vocabulaire, et ainsi de suite pour toutes les séquences. Et il va nous donner un mapping aussi. Il va dire, OK, l'ID 170, c'est le mot qui va de 0 à 4 ici en caractère. Donc, on va voir ici que pour réclamons, on a 0,2 pour les 2 premières lettres, 2 à 5 pour le CLA et 5 à 9 pour la suite. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on va devoir, en fait, distribuer nos étiquettes
non pas sur les mots complets, mais sur les sous-mots, donc sur les parties de mots aussi. Donc, si on prend la phrase « L'établissement dispose aussi d'une jolie terrasse », donc, si on prend des annotations IOB qu'on a vues, on va dire, OK, tout le début, c'est « outside », c'est pas pertinent, mais ici, c'est une annotation positive. Donc, terrasse et porteur, donc c'est une cible avec un sentiment positif. Bien sûr, si on passe cette phrase-là dans le tokenizer de Camembert, il va nous donner plutôt une segmentation. Par exemple, terrasse va être divisée en deux, le reste est complet. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est utiliser en fait les offsets ici pour diviser et par exemple dire, OK, TERR, c'est le début d'une annotation positive et la deuxième moitié est à l'intérieur d'une annotation positive. Donc, il y a des variations, il y en a qui vont seulement annoter le début du premier segment et juste mettre des insights si c'est une expression multimot. Donc, il y a plusieurs variations, mais essentiellement, c'est un peu comme ça qu'on va préparer ces données-là. Et bien sûr, on va donner au réseau des étiquettes encodées numériquement, de la même façon qu'on donne des identifiants de mots numériques. Donc, quelques considérations aussi au niveau des données. Donc, on va utiliser notre jeu de données pour l'entraînement, mais lors de l'entraînement, on va vouloir valider sur des données externes à l'entraînement pour voir comment notre réseau évolue sur des nouvelles données qu'il n'a jamais vues. Donc, il va utiliser ces deux sous-ensembles-là pour entraîner, s'améliorer potentiellement, on l'espère. Et à la fin, une fois qu'on a notre modèle pré-entraîné sur l'ensemble de nos données d'entraînement et de validation, on va vouloir le tester sur encore là, d'autres données que le système n'a jamais vues pour pouvoir vraiment évaluer les performances. Donc, il y a des outils, bien sûr, comme dans Scikit-learn, il y a Train Test Split, qu'on va pouvoir appliquer. Donc, on va lui donner une liste alignée de textes et d'étiquettes. Et on va lui dire, OK, moi, je veux 20% dans mon jeu de test, et il va nous subdiviser ça rapidement, aléatoirement, dans des jeux, différents jeux de données, donc les textes d'entraînement, textes de validation, étiquettes d'entraînement, étiquettes de validation. Donc, il y a plusieurs considérations expérimentales ici. Bien sûr, si on fait une division aléatoire, est-ce que nos classes sont bien balancées? Par exemple, on ne voudrait pas que, je ne sais pas moi, mettons, si la classe négative était en minorité, on ne voudrait pas qu'elle se retrouve toute dans l'entraînement ou toute dans le test, et en fait que le modèle ne puisse pas s'entraîner dessus ou on ne puisse pas évaluer dessus. De la même façon, si on veut évaluer comment notre modèle réagit lorsqu'il rencontre des nouvelles phrases, ben, on veut s'assurer en fait qu'on n'a pas exactement le même genre de phrases dans les deux modèles. Parce qu'au fond, s'il y a déjà vu quelque chose qui ressemble énormément à l'entraînement dans le test, bon, on n'évaluera pas vraiment cette hypothèse-là. Donc, on pourrait utiliser, par exemple, du clustering pour subdiviser différentes sources de données, ces choses-là. Donc, l'étape est simple, mais opérationnellement, il y a plusieurs considérations quand on expérimente avec ça. Donc, une fois qu'on a nos données divisées, on peut l'entraîner. Donc, ici, un peu de code en Python avec Hugging Face. Donc, essentiellement, ici, on va utiliser, on va charger la configuration et le modèle pré-entraîné, le modèle de langue pré-entraîné. Donc, ici, on va donner le nom officiel sur le repository de Hugging Face, le répertoire. Donc, mais on va demander que ce soit un modèle Camembert pour la classification de mots spécifiquement. Donc là, il va aller télécharger automatiquement le mot. Il ne prendra pas la tête de classification de Masked Language Modeling. Il va la remplacer plutôt par une couche linéaire de classification de mots. Et donc là, on peut spécifier des paramètres à un trainer, une classe d'entraînement, où est-ce qu'on définit un peu de plomberie pour savoir à quel endroit on sauvegarde les logs de notre système, de notre entraînement, le modèle final aussi. On a des hyperparamètres qu'on peut bien sûr optimiser, par exemple par grid search, et on peut faire plusieurs exécutions de notre modèle en changeant ces valeurs-là, donc le nombre d'époques qu'on passe à travers,
la taille des lots de données, warm-up de l'optimiseur, et ainsi de suite, et des paramètres d'évaluation. Donc, à chaque combien de pas on va loguer les informations, quand est-ce qu'on va évaluer, comment de modèle on sauvegarde, ainsi de suite. Donc, et ensuite, on instancie un entraîneur, un trainer avec ça, et on lance l'entraînement. Si vous êtes dans un notebook, un Jupyter Notebook, vous allez avoir un suivi, donc un suivi progressif de l'entraînement, où est-ce que vous allez voir, en fait, pour chaque step que vous avez, chaque bloc de pas que vous avez spécifié dans l'entraîneur, quelle est la fonction, le retour de la fonction de coût pour le jeu d'entraînement, pour le jeu de validation. Et donc, en espérant que ça va s'améliorer, donc que la fonction de coût de perte va diminuer. Et donc, le modèle se rapproche des prédictions qui ont été annotées par des humains. Donc, une fois qu'on a obtenu notre modèle pré-entraîné, on va vouloir évaluer les résultats. Il y a des librairies encore là qui existent, comme Seqeval, qui est une librairie spécifiquement pour les annotations de séquences. Donc, on n'essaye pas juste de mettre une étiquette globale à une phrase, on va essayer d'étiqueter chacun une surface de mots, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on donne à cette classe-là? On lui donne deux listes alignées, donc ici gold et prédiction. Donc, on va lui donner d'un côté les étiquettes de référence annotées par des êtres humains et possiblement, et les prédictions du modèle, donc alignées. Et on lui demande un mode strict avec un schéma IOB2. Donc, ici, on a entraîné, j'ai laissé de côté la classe neutre, en fait, et j'ai seulement catégorisé, en fait, en négatif-positif. Donc, on voit que lorsqu'il me donne lorsqu'il prédit positif, il prédit bien à 73%, donc notre précision ici, et il est capable d'aller chercher correctement 77% des exemples positifs dans mon jeu de test. Et on a le F-score, qui est en fait la moyenne harmonique de la précision et du rappel. Donc, c'est le calcul, c'est 2 fois la précision fois le rappel, divisé par la précision plus le rappel. Et donc, ça nous donne un score qui nous permet en fait de comparer facilement avec un seul chiffre 2 approches. Donc, parce que bien sûr, c'est facile d'avoir un très bon recall. J'ai juste tout dire que c'est des sentiments positifs et négatifs, mais je vais avoir une précision très, très moche. Donc c'est ça. Donc, on voit que la prédiction est un peu moins bonne sur le négatif et il y a moins d'exemples dans mon jeu d'évaluation, d'exemples négatifs que d'exemples positifs. Donc, il y a peut-être un biais en fait d'évaluation à ce niveau-là. Et si on regarde la moyenne macro, donc la moyenne macro va prendre comme si toutes les classes étaient représentées de manière équitable dans mon jeu de données, donc le support, comme si le support était équivalent. Donc, essentiellement, il fait la moyenne de la précision ici, moyenne du rappel ici, moyenne du F1. Donc, j'ai à peu près 70% de score F1 pour la prédiction du sentiment. Si maintenant, donc une fois j'ai toute mon architecture, ma tuyauterie pour prédire le sentiment, donc je peux quand même assez facilement, lorsque je charge mon XML, juste changer mon étiquetage et au lieu de prendre le sentiment, prendre l'entité de l'aspect et dire, OK, ben je prédis ça, je charge mon modèle en utilisant maintenant cette étiquette-là et simplement je repasse à travers mon pipeline, donc j'ai essentiellement rien à changer à part le chargement de mes données. Et je peux l'évaluer sur la détection d'aspect. Donc là, on voit que pour la détection d'aspect, les scores sont beaucoup plus variés. Donc, on a des bons scores au niveau du service, au niveau de l'ambiance, au niveau, bon, déjà de la nourriture, le score est un peu plus bas, même si on a quand même beaucoup d'exemples. Donc, ça peut être dû à une plus grande variation des exemples, mais ça peut être dû aussi à peut-être des informations qui n'ont pas été annotées, qui auraient dû l'être et que le modèle a de la misère à différencier
lorsqu'il y a un sentiment ou pas. Et donc on peut constater ça et on voit que le support est, en fait, le nombre d'occurrences de chaque classe est beaucoup plus débalancé que pour le positif et négatif. Donc, on a pratiquement la moitié qui est sur la donc, l'utilisation 16 exemples, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment significatif au niveau de l'évaluation de tester un système sur seulement 16 exemples? Donc, dernier point ici pour l'évaluation, on voit qu'il y a quand même une différence entre la mesure macro et les autres mesures moyennes. Donc ici, c'est intéressant parce que, comme je disais, la mesure macro va supposer en fait que nos classes, donc il va faire une moyenne standard, il va supposer que nos classes sont équitablement représentées dans notre échantillon. Donc, lorsque c'est débalancé, on va vouloir probablement regarder un peu plus la moyenne pondérée ici, en supposant que notre jeu de données de test est représentatif de notre jeu de données de nos données en production. Donc, si l'échantillonnage ressemble à ça au niveau des pourcentages en production, on va plutôt vouloir regarder la mesure pondérée, qui en fait va dire, par exemple, si je prends précision, il va dire 65% de précision pour ambiance, fois 61 divisé par 561. Donc, il va pondérer, il va dire, OK, ambiance, il y en a moins, je vais diminuer le score et je vais donc mettre chaque score en proportion à sa représentation. Donc, encore là, des considérations au niveau de l'évaluation. Et donc, voilà, ça fait le tour globalement de qu'est-ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Bien sûr, à partir de là, c'est seulement le début d'une expérimentation standard. Donc, on peut améliorer énormément de plusieurs façons notre système. Donc, on pourrait facilement, par exemple, tester d'autres modèles. Il y a, par exemple, Camembert large, qui a 3 fois plus de paramètres de poids dans son architecture. Il y a Flaubert, qui est un autre modèle français. Il y a beaucoup de modèles maintenant multilingues qui incluent le français. Étonnamment, parfois, ils donnent des meilleurs résultats, en fait, que des modèles unilingues, donc entraînés sur beaucoup plus de données. On pourrait optimiser notre modèle de langue. Donc, si on a beaucoup de textes qui parlent de restaurants, on pourrait essayer de faire une tâche de masquage de mots, de phrases trouées et tenter d'améliorer notre modèle de langue, l'adapter un peu plus avant de l'entraîner sur des données annotées. Donc, on peut bien sûr améliorer nos données annotées, les enrichir, en ajouter, en corriger s'ils ne correspondent pas à ce qu'on veut. Et on pourrait aussi pousser la tâche en disant « je veux annoter le mot qui exprime le sentiment et le lier à la tâche », donc avec une architecture un peu différente. Et potentiellement aussi augmenter les données, donc peut-être utiliser des synonymes, d'autres ressources lexicales pour simuler comme si on avait plus de données au niveau de l'entraînement. Et donc voilà. Donc si tout le monde n'est pas parti manger au restaurant, c'est maintenant la période de questions si vous en avez. Là, je ne vois personne. Est-ce que Ouman est là? Ou Mathieu? Oui, je suis là. Bah, écoute, en attendant, peut-être je peux te poser une question. Justement, pour l'augmentation des données, une stratégie que j'ai eu à utiliser plusieurs fois, c'est d'utiliser des engins de traduction, de prendre les données que j'ai, de les traduire dans une langue, par exemple l'anglais, et de les retraduire une autre fois en français. Puis là, j'obtenais toujours des paraphrases et d'autres versions. Est-ce que ça s'adapterait dans un cas comme celui-ci ou ça prendrait un travail de réalignement avant de faire ça? Bonne question. Oui, ça pourrait s'appliquer, mais effectivement, c'est sûr que plus on ajoute d'outils dans le traitement, plus on risque en fait comment je dirais, de s'éloigner en fait de vraies phrases. C'est sûr que la première validation qu'il y aurait à faire dans ce cas-là, c'est de tester rapidement avec quelques phrases et de voir est-ce que l'outil de traduction, par exemple, avec lequel on fait un aller-retour
par exemple, en anglais. Donc, on part du français ou on part d'un corpus anglais, on le traduit en français pour réutiliser les données. Est-ce que ça nous donne des données qui ressemblent effectivement aux données qu'on peut obtenir en production ou qu'on veut analyser? Donc, il y a certains outils qui sont meilleurs que d'autres. Donc, on pourrait devoir faire, en fait, beaucoup de corrections sur les outils. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des outils de traduction disponibles qui sont beaucoup plus performants qu'avant. Donc, oui, c'est une des approches d'augmentation de données qui pourrait justement, par exemple, nous donner accès à des corpus d'analyse de sentiments par aspect ciblé en anglais ou dans une autre langue, et en fait les ramener en français pour enrichir notre jeu d'entraînement. Bien sûr, là, il y aurait beaucoup de complexité au niveau, par exemple, c'est toute la problématique des paraphrases, des métaphores, probablement qu'ils n'utilisent pas les mêmes genres d'expressions de métaphores en anglais qu'en allemand qu'en français. Donc, il y aurait probablement un peu de choses, de concepts et de sens perdus. Je pense que c'est les Italiens qui disaient traduire et trahir. Donc, bien sûr, il y a une perte. Plus il y a d'étapes, plus il y a de pertes, plus il y a de bruit. Par contre, si on considère que nos données à l'arrivée sont quand même significatives, sont quand même représentatives des données qu'on pourrait possiblement avoir dans un contexte appliqué, oui, c'est une approche valide. Ou du moins, c'est une approche à explorer. D'accord. Merci, merci Pierre-André. Une question de Lise, je crois. Oui, Lise Rebout. Est-ce que le modèle utilisé permet de prendre en compte les annotations sur les tokens null? Sinon, quel modèle utiliser? Est-ce que tu comprends la question ou on doit Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. La question fait référence, en fait, au jeu de données qu'il y a beaucoup d'annotations non ciblées. Donc, c'est les annotations comme, c'était quoi, le prix est correct. Donc, vu que c'était un attribut, c'était directement un aspect et en fait, il n'y avait pas de cible, la cible était annotée comme nulle. Donc, ici, en fait, oui, on pourrait, dépendamment comment on veut cadrer cette problématique-là, on pourrait, par exemple, si on voulait réutiliser la même architecture, on pourrait plutôt, par exemple, faire une tâche qui annote directement les mentions d'aspects ou d'attributs d'aspects dans le texte et détecter s'il y a des sentiments d'associés. Donc, ça serait un peu, réutiliser la même chose, mais la même architecture d'une manière différente. L'autre possibilité, ça serait en fait d'utiliser une architecture un peu différente et faire de la classification de séquences, donc de dire dans cette phrase-là, de quel aspect je parle. Donc, un peu la tâche classique d'analyse de sentiments par aspect non ciblé. Donc, et de dire, voici, j'ai une phrase, de quel aspect est mentionné. Et donc, essayer de prédire, par exemple, qu'on parle du prix, qu'on parle du goût, ainsi de suite, sans vraiment de savoir, oui, mais de quoi on parle par rapport au goût et au prix. Donc, il y aurait cette façon-là. Il y a probablement différentes façons aussi. On pourrait possiblement, en fait, rajouter un type d'étiquette et dire soit que c'est une cible, disons, de base, si on peut dire, ou c'est plutôt un aspect. Donc, on pourrait un peu combiner dans cette même tâche-là et les mentions ciblées et plutôt les mentions d'attributs dans la notation. Bien sûr, ça ferait un peu potentiellement exploser nos types d'aspects. Donc, aux aspects traditionnels, on devrait en ajouter d'autres. Mais donc les mêmes aspects, mais non ciblés. Et donc possiblement que avec la multiplication de classes, le système aurait un peu de misère à peut-être
plus de misère à détecter ou à bien classifier ces éléments-là. Donc, voilà. Donc là, il y a deux autres questions. Il reste quelques minutes Oui. de Gilles Bouliane. Pour un corpus comme celui donné en exemple, est-ce que ça aide de balancer les données en sous-échantillonnant ou en suréchantillonnant? De mon expérience, souvent, ça va aider les modèles, en fait. Bon, ça dépend de la quantité de données et ça dépend du niveau de débalancement. Ici, entre le positif et négatif, c'était genre 1212 et 1169. Donc, pour moi, ils ne sont pas très débalancés. Par contre, pour les aspects, oui, ils étaient débalancés. Par contre, ici, c'est sûr que les aspects en minorité, il y avait, par exemple, très peu d'exemples. Donc, oui, on pourrait potentiellement jouer avec ça et dire, OK, ben, je vais essayer de donner la même quantité de chaque type d'exemple au modèle. Et donc, qui garde, si on pourrait illustrer, qui garde un peu une place équivalente dans sa classification pour les différentes classes. Sinon, il peut possiblement être trop bon sur une classe majoritaire et très médiocre sur les classes minoritaires. Donc oui, selon mon expérience, ça peut effectivement améliorer les résultats. D'accord. Et une autre question. Est-ce que la tendance générale des dernières années semble démontrer que la tokenisation BPE est la méthode qui donne les meilleurs résultats? Est-ce que c'est principalement sur certains types de tâches? Je pense notamment aux questions, aux modèles génératifs tels que GPT-3 qui l'utilisent, hein. Une question de Frédéric Abubin. Oui. Bonne question. Il y a quelques études qui essayent de voir justement sur une architecture fixe, l'effet de différentes stratégies de tokenisation, de la manière qu'elle est faite et de la manière qu'elle est appliquée. Tu sais, par exemple, il y a du drop-out de tokenisation dans lequel on force le modèle, en fait, comment je dirais ça, disons, s'il dit, OK, je reconnais le mot terrasse, ben, on peut le forcer à dire, OK, ben, reconnais-les pas comme terrasse, donne-moi les sous-mots à la place et entraîne le modèle avec ça. Donc, il y a beaucoup de variations pour les mêmes techniques. Par contre, c'est ça, je te dirais que c'est très spécifique à la tâche. Donc, des fois, il y a des conclusions qui sont tirées. Donc, par exemple, peut-être en traduction automatique, BPE va être meilleur qu'une segmentation, par exemple, traditionnelle ou une autre approche. Mais par contre, si on réapplique ça sur une autre problématique comme l'analyse de sentiments au lieu que de la traduction, possiblement que les conclusions ne seront pas les mêmes. Donc, il n'y a pas vraiment de tendance globale qui dit oui, BPE est meilleur pour tout. C'est que souvent, en fait, c'est une approche facilement parallélisable, très facile à appliquer, très facile à coder, en fait. Et ça donne souvent des très bons résultats. Donc, je ne suis pas certain qu'il y a vraiment une tendance globale, disons, à travers toutes les tâches en traitement automatique des langues naturelles pour la segmentation. Bon, ben, merci Pierre-André. Je crois qu'il n'y a plus de questions. S'il y a des questions, vous pouvez aussi lever la main à côté. Sinon, ben, merci à Pierre-André, merci aux participants. Ne vous gênez pas pour nous envoyer des commentaires ou des propositions, même de, de masterclass ou d'ateliers possibles, ou de communiquer avec nous sur ce qui vous intéresse. On est intéressé par vos réactions par rapport à ça. Alors, merci à tous.